Alors bonjour, bienvenue à LVA TV. En cette semaine sur la commission des pesticides à Québec à l'Assemblée nationale, on a le plaisir d'avoir en studio à quelques pas de l'Assemblée Jacques Cartier, président du Conseil des entrepreneurs agricoles, un des autres syndicats, les syndicats non reconnus. On sait que l'Union paysanne n'a pas été, le mémoire de l'Union paysanne n'a pas été accepté à la commission. Je ne pense pas que le CEA ait déposé un mémoire en tant que tel. Nous n'avons pas déposé de mémoire, mais nous avons demandé d'être entendus. Et il est évident qu'on n'a pas été retenu. Donc, fin de non-recevoir pour l'Union paysanne et le CEA. Mais à LVA TV, on permet à Jacques Cartier de nous parler un peu justement de la commission. La première question qu'on voudrait vous poser, M. Cartier, votre feeling sur le thème de la commission et aussi sur ce que vous avez vu hier à la commission ou ce que vous avez pu entendre des commentaires qui en sortent. Bien, il y a une chose qui est importante pour nous. Je pense qu'on est rendu à cette étape-ci au niveau agricole. Faut remettre en question, il faut questionner la façon de faire des agriculteurs. Ça, je pense que c'est très bien. Par contre, il y a un des éléments qui est important, qui manque, c'est d'avoir un point de vue beaucoup plus diversifié. À l'heure actuelle, on entend souvent parler du lobby des grosses compagnies ou des gros intervenants dans le secteur agricole, mais on sait que le lobby le plus important à l'heure actuelle au Québec, c'est le lobby de l'UPA, qui, à mon sens, ne représente pas nécessairement la position de tous les producteurs. Il faut comprendre que le Québec, c'est grand. Les productions sont très diversifiées lorsqu'on part de la Gaspésie à aller aux frontières de l'Ontario. Et on ne peut pas avoir un système qui peut répondre aux besoins de tout le monde parce que l'agriculture est diversifiée, les productions sont diversifiées, le climat est diversifié. Et on ne peut pas avoir une formule qui va satisfaire tout le monde en même temps, c'est impossible. Alors d'ailleurs, vous parlez du lobbying, effectivement, ce qui ressort le plus dans les médias généralistes actuellement et à la commission. On parle effectivement du lobbying potentiel de certaines compagnies ou d'associations de compagnies. Là, vous nous dites que le lobbying, en fait, il est au-delà des compagnies. L'UPA fait partie de la problématique également. Bien, effectivement, regardez, comme producteurs, tous les producteurs, on a toujours eu le choix des cultures, on a eu le choix des productions, que ce soit animal, végétal. On a le choix aussi de tous nos intervenants, que ce soit au niveau des productions, que ce soit l'utilisation des engrais, des pesticides, des fongicides et tout ce qui est le phytosanitaire. On a l'option de le choisir, de l'utiliser ou pas. On a aussi le choix de choisir les intervenants qui sont là. Par contre, où ce qui est notre représentation qu'on a, il y a un seul organisme qui est accrédité au Québec. Et cette organisation-là s'appelle l'UPA. Mais c'est étonnant quand même, parce que vous vous êtes créé en 2010 de mémoire. Vous aviez eu pendant un temps même la visite du ministre Paradis sur votre ferme, qui venait rencontrer le président du CEA. Et récemment, le nouveau ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, a fait un discours emblématique au Congrès de l'Union paysanne. Et malgré ça, il y a une commission et il n'y a ni l'Union paysanne ni le CEA. Oui, effectivement. C'est un peu tordu quand même. Il faut comprendre qu'on a eu avec la période antérieure ou les ministres de l'Agriculture antérieurs et même avec le ministre de l'Agriculture actuel, on a des bonnes relations, sauf que entre avoir des bonnes relations avec le ministre et amener un changement au niveau de l'intervention ou des intervenants au niveau agricole, il y a une marge qui est énorme et aucun ministre de l'Agriculture et aucun gouvernement ne peut le faire. Et ce qui est curieux à l'heure actuelle, quand on parle de ça, je prends l'exemple de la participation des producteurs aux assemblées du l'UPA. En moyenne, on joue environ à 5 % de participation. Alors, dans le monde actuel, dans le monde politique au Québec actuel, on remet en question et on veut abolir les commissions scolaires parce qu'on dit que la participation aux élections scolaires est d'environ 5 %. On vit le même phénomène en agriculture. Mais en agriculture, tout est correct, tout est permis. On garde le statu quo. Et on garde le statu quo, on ne bouge rien. D'ailleurs, là, vous rejoignez un petit peu un point. On a lu certains mémoires qui sont sortis. Le mémoire de Denise Proulx, qui enseigne à l'UQAM sur les enjeux agricoles, qui a également été journaliste pour La Vie agricole, pour La Terre de chez nous et le Journal de Montréal, a écrit dans son mémoire que tout le monde y gagnait dans toute cette affaire. Le statu quo, il reste comme ça parce que tout le monde y gagne. Les compagnies, le gouvernement et l'UPA, parce qu'elle cite l'UPA en disant que l'UPA, finalement, a tellement de prélevés sur les productions qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'on touche à quoi que ce soit. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est pas une question de prélevés. Ça, je comprends que les prélevés de l'UPA sont importants, mais c'est beaucoup plus une question de contrôle et de pouvoir, plus que les prélevés. Au niveau des producteurs, l'évolution agricole est énorme. Si on prend un exemple, moi, j'ai commencé en production il y a 45 ans. Il y a 45 ans, il ne se produisait pratiquement pas de maïs grain au Québec. Il ne se produisait pas de soya au Québec de façon commerciale, de façon importante.
La production laitière a diminué énormément, pas en termes de volume, mais en termes de nombre de producteurs. On est passé de 30 000 à moins de 5 000 producteurs aujourd'hui. Et tout cet espace-là, qui est occupé par la production laitière, a été transféré vers les productions céréalières. Ces productions-là amènent des nouvelles façons de procéder. Et si on prend l'exemple de l'ouest du Québec, c'est-à-dire la Montérégie dans son ensemble, vous avez deux gros phénomènes. Vous avez toute la majorité de la production maraîchère se fait à Montérégie et une grosse partie de la production céréalière, c'est-à-dire maïs, soya, se fait aussi à Montérégie. Et ça, c'est l'évolution des 45 dernières années. Et l'accompagnement qui a eu lieu au cours des années est venu justement par le support des agronomes. Un des points qu'il ne faut pas oublier, il y a 45 ans, quand moi j'ai commencé en agriculture, nos vendeurs de semences et nos vendeurs de tout ce qui était phytosanitaire, c'était les producteurs agricoles, sans aucune compétence, sans aucune connaissance technique. On a la chance maintenant d'avoir des gens qui sont compétents et on a aussi le choix de dire, même si quelqu'un nous fait une prescription, on n'est même pas obligé d'acheter de lui. Alors, ce qui n'existe pas dans aucun autre domaine. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il y a plus de compétences et de spécialités chez les agronomes aujourd'hui qui sont, pour la plupart, dans les compagnies privées, que lorsqu'ils étaient à l'emploi du gouvernement. Effectivement, parce qu'ils sont à l'affût de toutes les nouvelles technologies. Il faut comprendre qu'en agriculture, nos compétiteurs, ce sont les producteurs américains, ce sont les producteurs brésiliens, ce sont les producteurs argentins, ce sont les producteurs européens. Demain matin, si on a des denrées à vendre, la base des prix va se faire sur le marché de Chicago, plus une prime pour le marché local. Alors, c'est tout simplement ça. Que vous soyez en Argentine, au Brésil ou en Europe, la base des denrées est toujours le marché de Chicago. Quand l'Institut Jean Garon, dans son mémoire, titre le pesticide, c'est comme un médicament. Vous avez quelle lecture de ça, vous? Bien, effectivement, parce que, écoutez, on n'utilise pas les pesticides selon notre bon vouloir. Premièrement, les coûts sont énormes. Deuxièmement, il y a aussi des effets. Puis il faut comprendre qu'il y a des producteurs aussi qui, malheureusement, ne respectent pas toujours les règles. Ça, il faut être conscient de ça. Mais je reviens à une analogie qui est assez simple, puis ce qui me surprend le plus, c'est que la plupart des citoyens qui en parlent ne connaissent rien de tout ce qui est pesticides, mais tous ces gens-là, ou la plupart de ces gens-là ont des animaux de compagnie, que ce soit des chats et des chiens, vont voir des vétérinaires qui leur prescrivent des médicaments et qui les vendent. Alors, de dire que les agronomes sont des gens liés, alors regardez tous les citoyens, que ce soit de ville ou de campagne, qui ont des animaux, que ce soit des animaux de ferme ou des animaux de compagnie, se font prescrire par des professionnels des médicaments et se font vendre des médicaments par ces mêmes professionnels-là. Alors, ce qu'on reproche aux agronomes, on le tolère dans la vie de tous les jours pour tous les citoyens du Québec. Puis pour terminer, M. Cartier, là, vous nous avez transmis tout à l'heure un extrait du Figaro que vous avez repéré lors d'un voyage récent en Europe, en fait, sur les OGM. Puis, effectivement, peut-être nous expliquer un peu, on l'a lu ça rapidement juste avant que vous rentriez en ondes. Ce que j'en comprends, en fait, c'est que d'abord, on comprend que depuis 2001, les producteurs en France cultivent de l'OGM pour l'exportation, alors qu'on a toujours l'image qu'en Europe, il n'y a pas d'OGM et c'est juste ici qu'on évalue, en fait, l'agriculture autour de l'OGM. Là, on apprend donc qu'ils cultivent l'OGM pour l'exportation, puis en plus, on apprend qu'ils ont fait de l'édition du génome. Donc en fait, c'est-à-dire que les agriculteurs ont eux-mêmes changé la génétique. Il n'y a pas juste Monsanto en fait, dans l'affaire qui fait ça. En fait. Effectivement, ça a été ma grosse surprise, c'est qu'il y a eu deux éléments. C'est qu'on était dans le sud de la France, à la limite de la porte du sud de la France, dans la région de Lyon. Et dans ce secteur-là, il y a des grosses coopératives de producteurs de semences de maïs. Alors l'article était d'autant plus intéressant qu'on nous explique que les producteurs de semences français viennent d'être condamnés par un tribunal de l'Union européenne, comme quoi qu'ils produisent des semences génétiquement modifiées depuis pratiquement une vingtaine d'années. Et ça remet en question tout leur processus, contrairement à des Monsanto de ce monde qui, eux, ont intégré des gènes qui venaient d'autres substances pour intégrer aux grains de semences. Ces entreprises-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré certains gènes qui étaient néfastes pour la production de semences pour augmenter la productivité. Alors, ce phénomène-là est vrai et ils viennent d'être condamnés par un tribunal de l'Union européenne. Et de plus, c'est que ce qu'on nous a appris, c'est que les producteurs de semences, pas tous les producteurs, mais les producteurs de semences produisent effectivement du maïs OGM pour vendre à l'exportation. Ça peut être en Amérique, ça peut être en Amérique du Sud, ça peut être dans les pays de l'Est, parce que tantôt, j'ai parlé des compétiteurs, que ce soit le Brésil et l'Argentine, mais n'oubliez pas qu'un des compétiteurs majeurs du futur, ça va être la Russie et surtout l'Ukraine.
Mais là, on comprend donc que finalement, les Européens disent on ne veut pas de vos OGM, mais finalement, ils produisent des OGM qu'ils envoient aux autres. Ben, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre le politique et ce que j'appellerais les opérateurs, c'est-à-dire les semenciers, les producteurs et autres. Et au niveau des semenciers, bien, effectivement, ça se fait depuis des années. Monsieur Cartier, merci beaucoup. On vous libère et on vous laisse partir à la suite de la commission. Merci beaucoup.